Avant de commencer, j'aimerais remercier Martin Landry qui a collaboré à la présence de notre conférencier d'aujourd'hui, très apprécié. Et j'invite Laurence Flex-Leduc, directrice de Espace Affaires de la Banque nationale, qui est notre commanditaire de la conférence. Merci beaucoup, bonne conférence. Bon après-midi à tous. Je n'ai pas un long speech avant d'introduire M. Bigras. Je voulais simplement vous dire que la Banque nationale est très fière d'être partenaire et collaborateur avec l'École des entrepreneurs de Montréal. Nous sommes les présentateurs des grandes conférences. On est heureux d'appuyer les entrepreneurs établis comme ceux de la relève. Notre partenariat avec l'École nous permet d'aller à la rencontre et d'échanger avec vous, entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Sur ce, je vous avais dit que ça ne serait pas très long. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence et j'aimerais terminer en vous rappelant à quel point votre contribution est importante et rafraîchissante pour Montréal. Il fait plaisir de vous présenter M. Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI, Services aux immeubles depuis décembre 2004. Monsieur Claude Bigras. Merci beaucoup, mademoiselle. Bon, on va se promener parmi les fils. Ça va bien? Enchanté. Vous allez me pardonner, je ne suis pas très habitué de faire ce genre de petites conférences-là. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez peut-être ramasser une petite idée ou quelque chose qui va vous aider à aller plus loin dans le cheminement déjà que vous êtes ici, c'est déjà un signe que vous avez beaucoup d'intérêt. Je voudrais remercier aussi l'école pour me permettre de venir vous parler. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé de venir partager avec vous un petit peu de mes expériences. Et puis peut-être permettre, si possible, de vous transmettre un message de valeur qui m'ont permis, moi, de continuer puis d'aller dans mon parcours. Alors, encore une fois, vous me pardonnerez si je fais des erreurs de phrases et patati et patata, je n'ai pas beaucoup de pratique. Bon, alors, on m'a demandé de parler de moi. On va essayer de faire ça rapidement. Alors, je suis un petit garçon de la région de Villeray, région, pour ceux qui connaissent plus ou moins Montréal, c'est un des petits bouts de toffe de la ville. Et c'est un bout dans lequel j'ai grandi et que j'adore. Et ça m'a permis, je pense qu'en anglais, on parle de street smart. Je pense qu'il faut qu'on soit rapidement street smart dans certains quartiers de Montréal, puis ça en était un, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, j'étais un petit gars, comme je vous dis, de Villeray dans les années 70. C'est toujours difficile de parler de nous. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, Yves Beauchemin. Il a écrit une série de 3 bouquins qui s'appelle Charles le Téméraire. Ah, vous connaissez. Et ça peut vous donner, ces bouquins-là, ça peut vous donner un petit avant-goût d'un peu ma jeunesse parce que, bon, je ne suis pas le personnage du livre quand même, mais il était fin. Alors, mais ça me donne une idée à peu près c'était quoi la vie des années 70 à Montréal, dans des quartiers plus ouvriers, les relations interpersonnelles. Il a bâti un tissu social absolument extraordinaire. Puis ça m'émeut à chaque fois que je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas compris du premier coup. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à le lire. Bon, alors, sans passer 1 heure à se raconter nos tribulations d'enfance, là, je pense que c'est important. Ce que moi, je retiens beaucoup de ma jeunesse, c'est la résilience. C'est la résilience. Vous savez, on a tous nos parcours, on a tous notre jeunesse avec nos blessures, avec nos peines. Vous savez, quand on a 10 ans, 15 ans, les peines sont toujours pires. Hein? Vous savez, en vieillissant, ça devient moins pire, mais c'est toujours très, très grave. J'ai eu 3 enfants et 3 petits-enfants, je peux vous en parler. Mais la résilience, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, surtout lorsqu'on vient en société puis qu'on n'arrive pas en société déjà avec toute l'organisation puis toute la structure puis qu'il faut se bâtir. Bien, la résilience, ça nous permet de passer au travers justement de tous les obstacles puis de s'ajuster en fonction du moment où on est puis d'en tirer le maximum. Alors ça, la résilience, je vous en parle parce que pour ceux qui veulent travailler comme entrepreneur puis devenir entrepreneur, ça va en prendre beaucoup. Parce que l'ajustement, vous allez voir que maintenant, ça va 10 fois plus vite que ça a déjà été en business.
Alors, il faut être très résilient. Bon, bref, alors du haut de mes 56 ans, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté que mon enfance, elle a aussi modulé ma personnalité. Vous savez, je suis un enfant du système social. Alors, aujourd'hui, j'en parle avec un peu de, je vous dirais, de recul parce que quand tu as 12, 15, 16 ans, tu ne le sais pas. Mais quand tu as 56 ans et tu réfléchis sur ton passé, bien là, tu t'aperçois de 2, 3 éléments. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Là, je peux vous garantir que ça va moduler ce que vous allez être plus tard. C'est important que vous le sachiez parce que on pense quand on a 20 ans que la vie va durer indéfiniment, puis on peut se permettre toutes sortes d'écarts. Moi, je vous dirais, sans être fou, parce qu'il faut profiter de la vie, il faut avoir du plaisir, mais ce que vous faites aujourd'hui, ça va moduler ce que vous allez être plus tard. Vous savez, moi, là, je vais vous le dire d'une façon bien humble, mon besoin de plaire, le sentiment que je vais toujours manquer de quelque chose. J'ai une très mauvaise habitude. Chez nous, tout est en double, sauf les épouses. Bien. Mais tout est en double. Alors, monsieur le caméraman, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Je vous présente mon fils, Julien, mon petit dernier. Alors, alors, c'est ça. Alors, comme je vous dis, l'obsession du rangement, je vais vous avouer que dans mon métier, ça m'a bien servi. Mais avant toute chose, encore une fois, la capacité de s'adapter aux gens, aux situations. Ça, là, je vous dirais qu'un des plus grands focus que vous devez garder en tête, c'est toujours ça. C'est qu'il faut s'adapter aujourd'hui. On n'a pas le choix. Alors, la jeunesse. Je vous dirais que le besoin de créer une petite business, j'en parle comme ça, comme je vous dis, avec du recul, ça vient vraiment du plus jeune âge. Moi, je me rappelle, écoutez bien ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le bout de Villeray, Christophe Colomb, Jean Talon, Saint-Hubert? Oui? Bon. Alors, écoutez bien ça. Alors, j'ai peut-être 8-9 ans, je suis en 4e année à l'école Saint-Arsène, peut-être que vous connaissez. Et je m'étais fait une petite business. C'était intéressant. Alors, le matin, dans ce temps-là, commençait l'école un petit peu plus tard. C'était les bonnes années. Alors, et là, le matin, bien, je partais, puis j'allais chercher une série de cafés et des rôtis, parce que mes petits-enfants me disent, grand-papa, tu dois bien parler. Alors, des rôtis et des cafés au lait. Alors, et j'allais porter ça aux marchands, aux marchands ou aux vendeurs dans les magasins de la rue Saint-Hubert. Alors, j'avais mon territoire, j'avais mon 2 coins de rue. Aujourd'hui, j'y pense, j'ai manqué 4-5 autres coins de rue. J'aurais pu faire une grosse... ça n'a pas bon. Alors, j'avais mes 2 coins de rue. Et là, le matin, j'allais porter des cafés, puis je prenais des commandes pour le dîner. Et après ça, je ramenais ça à mon restaurateur grec favori sur le coin de Jean Talon, Saint-Hubert. Il m'aimait beaucoup, lui. Et à l'heure du lunch, je mangeais à peu près 10 minutes. Puis après ça, j'allais chercher les lunchs, puis je faisais le tour comme ça. Alors ça, c'était, je pourrais vous dire, ma première petite business. Mais pourquoi je vous partage avec vous? C'est que moi, je vous dirais que si vous avez le sentiment que vous voulez faire quelque chose, partir quelque chose, des fois, ça peut paraître un petit peu... écoutez, je sais qu'il fait très froid, me permettez-vous? Oui? Merci. Et voilà. Ah, vous me prenez... Merci beaucoup, ma chère madame. Si vous le vendez, on split 50-50. OK. Alors, ce petit commerce-là faisait que j'ai développé, je vous dirais, la rigueur un petit peu, hein, parce que les gens sont bien patients, mais pas pour le lunch. Puis tu ne peux pas dire, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, parce que là, tu te fais assassiner. Alors, je veux dire, ça a développé une certaine petite rigueur. Puis je pense qu'il y en a peut-être chez vous, là. On est rendu maintenant dans les technologies numériques. C'est dur de livrer des iPads, mais avant ça, on livrait des journaux. Et c'est un peu le même principe. Alors ça, c'était mon petit commerce. Puis, comme de raison, j'avais un travail à temps partiel par-dessus. Alors, le jeudi soir, vendredi soir, encore une fois, ceux qui sont là, il y avait le marché Méran. Puis là, je livrais des petites commandes avec des petites des petites brouettes. Et ça aussi, ça ramassait des pourboires. Alors, ça a rapidement, ça a permis d'avoir une petite formation, là, puis la capacité de gérer des revenus. Alors, moi, je vais vous donner une bien mauvaise nouvelle. Je suis parti en affaires. Oui, j'avais une mission d'accomplir quelque chose, mais j'aimais aussi les sous. Puis je vais vous en parler tantôt, mais faire des sous, c'est aussi important. Qu'est-ce que j'ai appris aussi dans mon enfance? Bien, écoutez, j'ai appris aussi qu'il faut
faut être discret, puis il faut garder, faut être humble, il faut être discret, puis il ne faut pas faire des démonstrations. Je vais toujours me rappeler, à l'école, j'étais chanceux, malgré le fait que je travaillais un petit peu, je réussissais relativement bien en classe, et les professeurs avaient des genres de petits rewards qu'ils nous donnaient pour la tombola, et je montrais à tout le monde mon gros pot plein de rewards en disant « Regardez comment je suis bon! » Mais c'est ça, je me suis fait voler mon petit pot. Alors, j'ai compris que, regarde, quand ça fonctionne, dis pas un mot, fais tes choses, puis habituellement, là, tu dois t'en sortir plus. Alors, première leçon de vie, c'est femme-la, Caroline, quand ça va bien. Alors, là, je commence à parler d'école. Écoutez, moi, l'école, ça a été. Comment je peux vous dire ça? Je vous parle un petit peu à cœur ouvert, vous allez dire, là, mais. Moi, ça a été un endroit où les relations interpersonnelles ont eu beaucoup de chocs. Hein. Pour commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas un petit bonhomme. Alors, quand tu as 12, 13, 14 ans, tu es un bonhomme corpulent, ça a son lot de problématiques. Alors, dans le sens où il faut t'apprendre à dealer avec le prochain, puis il faut t'apprendre à dealer avec les autres, puis il faut t'apprendre à te construire là-dedans. Alors, moi, je vous dirais que encore aujourd'hui, je réfléchis encore aux relations humaines avec les jeunes. Vous savez, les jeunes ne pensent pas comme nous. Je ne parle pas de vous autres, je parle de moi, là. Mais ils ne pensent pas comme nous. Puis il faut vraiment travailler fort pour comprendre. Parce qu'il n'y a souvent pas de méchanceté. Il y a souvent beaucoup de gènes qui veulent sortir, qui veulent s'exprimer. Puis je pense que c'est important qu'on laisse les jeunes s'exprimer puis qu'on laisse les jeunes évoluer. Je vous dirais que dans ma famille, j'ai des enfants un petit peu entrepreneurs. Alors, j'ai souvent investi à fond perdu. Mais ça ne fait rien, ça va revenir. Alors, vu que j'en ai parlé, moi, je pense que c'est important qu'on encourage aussi la santé physique, pas juste là. Moi, je n'ai pas eu cette éducation-là. On a privilégié le cognitif, si on peut dire. On a privilégié la tête, on a privilégié tout ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais ça m'a aussi créé des carences, des faiblesses. Puis là, je traîne ça depuis bien longtemps. Ma cheville m'en parle à tous les jours. Alors, je vous dirais que c'est important. Moi, je vous passe ce message-là pour vous dire que oui, le business, c'est important. Puis vous allez voir que c'est prenant de la business. C'est prenant, puis c'est exigeant, puis ça en demande. Ceux qui pensent que la vie de couple, c'est tough, bienvenue en business. Vous allez voir que c'est très demandant. Alors, moi, je vous exhorterais, vous pouvez réussir aujourd'hui tout en gardant un équilibre. Puis là, moi, je vous en parle sans l'avoir fait, alors prenez-les comme un statement post-mortem. Alors, bref. L'été de mes 15 ans, attendez ça, je vais vous jaser de ça, je pense que ça vaut la peine. Alors ça parle encore un petit peu de ma soif de réaliser quelque chose, puis, je vous le dis, avoir un petit peu de sous dans les poches. Alors, l'histoire est la suivante, c'est que je viens de finir les classes, puis là, je me cherche un travail, puis je me cherche un moyen de faire de l'argent. Et le conjoint de ma mère adoptive conduit des autobus. Alors, je me pointe là-bas, puis je leur offre de laver leurs autobus qui sont crottés. Excusez-moi le terme, mais c'est pas propre. Alors, je leur dis, 20 $ par autobus. On remonte des années 70. Parfait, tu peux faire ça. Alors là, j'invite mes 4 petits chums. Puis je dis, les gars, on est en business, je vous donne 2 $ chacun par autobus. Et je vais faire le superviseur. Et on va faire de l'argent. Alors, je vous dirais que le premier soir, j'ai eu ma première grève. Alors, j'ai eu une démission en bloc. Et là, j'étais un peu mal pris parce que là, je voyais que ma business venait de prendre le bord. Alors, et là, je vais vous parler d'un petit côté d'innovation. Alors là, je me promène, puis là, je suis bien mélangé de ce que je vais faire. Puis là, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, lorsque tu fais un changement d'huile d'un autobus, il y a une sorte de petite rampe, tu embarques l'autobus là-dessus, tu fais ça, tu changes l'huile et tout. Puis il y a une machine à pression qui est là, avec une petite rampe. Alors, je dis au directeur, peux-tu vous emprunter ces 2 affaires-là? Oui, certainement, pas de problème. Alors, je m'installe dans la cour en arrière. Là, je prends du plastique, j'isole quand même, j'isole le tableau de bord, pour ne pas dire le dash, et je pars la machine à pression, mon ami. J'en faisais 8 par jour. Ça allait très, très bien. La business venait de prendre un essor. On avait créé ce qu'on appelle de l'innovation. On avait trouvé une solution innovante. Alors, j'ai appelé besoin de mes petits chums. Alors, j'en ai gardé un, ça, que voulez-vous, c'est l'histoire. Et après une semaine, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, là, on a un problème. Les mécaniciens, là, sont tous bien malheureux parce que tu fais plus d'argent qu'eux autres. Alors, je me suis retrouvé salarié pendant l'été à laver des autobus. Alors, mais, encore une fois, autre leçon de vie,
Moi, je vous dirais, quand tu as une recette à gâteau, garde-la pour toi, puis essaie pas de la montrer le moins possible à tes clients, dans le sens que c'est ça qui est la commoditization. Pour dire, comment on pourrait dire ça? Quand une business devient une commodité lorsque les clients peuvent facilement reproduire le modèle et contrôler facilement les coûts. Alors, vous avez le choix dans la vie. Moi, j'ai une entreprise qui a quand même une portion importante, qui est mature, qui devient un petit peu plus une commodité. Alors, c'est un autre genre de business, c'est un autre genre de management, c'est un autre genre de démarche. Mais quand vous partez d'une petite entreprise et vous voulez développer une entreprise, bien, essayez de vous positionner dans une solution qui est différente, qui est innovante par rapport à d'autres, puis c'est là que vous allez avoir du succès. Vous savez, c'est pas d'être le plus gros puis d'être le meilleur souvent qui compte. C'est de faire quelque chose que les autres ne font pas ou c'est de faire quelque chose de différent des autres. Est-ce que ça convient pour le micro, monsieur? Oui. Bon. Alors, ça, je vous en parle un petit peu à cause de ça, parce qu'effectivement, ça a été pour moi une leçon de vie. Alors, la prochaine fois, je vais me louer un petit garage, puis je vais aller laver dans un petit garage. Alors, là, après ça, j'ai commencé un petit peu ma carrière. Je vous dirais, moi, je suis rentré par le secteur vente dans la business. Il y en a qui rentrent par le secteur administration, le secteur des opérations, la GOP ou les ressources humaines. Moi, je suis rentré dans le secteur des ventes. Alors, j'ai commencé comme représentant dans le domaine et je vous dirais que un profil, quand tu travailles au niveau vente, ça prend beaucoup de persévérance, ça prend beaucoup d'écoute, ça prend beaucoup de travail. Vous savez, l'époque des vendeurs qui vont prendre un coup avec le client à 5 heures l'après-midi puis qui reviennent avec une commande, là, ça n'existe plus. C'est à peu près fini ce temps-là. Alors, aujourd'hui, ça prend du travail acharné, ça prend de l'organisation, ça prend de la connaissance, ça prend de la structure. Les clients ne sont pas imbéciles. Vous savez, là, tu as beau être beau, sharp, bien fin, puis si tu ne connais pas ton métier, tu ne connais pas ce que tu fais, tu ne connais pas ce que tu vends, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Alors, la vente, puis malheureusement pour vous, quand vous êtes entrepreneur, la dernière place que vous voulez être, c'est caché derrière un bureau. Être entrepreneur, c'est-à-dire, vous êtes en avant de la clientèle, vous êtes en avant. Puis encore être vendeur, là, c'est pas de parler sans arrêt à quelqu'un, puis d'être fin, puis de faire des blagues à pu finir. C'est pas ça. C'est d'écouter le client, c'est d'écouter ce qu'il veut. Moi, je pourrais vous compter jusqu'à demain des épisodes où je me suis assis devant un client qui est en beau simonac après nous autres, puis j'ai pas dit un mot, puis à la fin de la journée, il me remercie beaucoup de m'être occupé de son problème. Vous savez, parce qu'effectivement, de l'écoute. Alors, n'ayez pas peur de la vente. N'ayez pas peur de la vente, ça va vous rendre meilleur, ça va vous rendre encore plus sharp, ça va vous permettre aussi de connaître votre client, know your client. Ça, là, je vais vous en parler un petit peu tantôt. Comme je vous disais, le look, là, ça ne règle pas tout. Alors, si vous pensez parce que vous avez un beau look que vous allez passer au travers, je vous le dis tout de suite, ça va peut-être vous aider dans le premier 1000, mais après ça, là. Alors, j'ai eu ce problème-là toute ma vie, d'ailleurs. Alors, si on n'a pas tout ce que ça prend, bien, on va le chercher. On fait ce que vous faites. Regardez, moi, j'ai fait mon HEC sur le tard. Moi, j'ai commencé jeune dans la vente, j'ai commencé jeune avec une famille et tout le tralala. Mais plus tard, j'ai réalisé que ça prenait aussi un bagage. Ça prenait un bagage de connaissances. Que ce soit du mentorat, que ce soit de l'éducation permanente, que ce soit tout ce qui est apprentissage va stimuler votre curiosité intellectuelle. Et ça, c'est une richesse que vous ne pouvez pas obtenir autrement. Vous devez prendre le temps de le faire. Alors, finalement, j'étais représentant dans une entreprise et j'ai gravé un petit peu les échelons à l'intérieur de la business. Et puis la vente, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de développer cette, je vous dirais, expertise, peut-être un grand mot, mais cette facilité-là de transiger avec les gens. Puis ça ne vient pas naturellement. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Moi, je peux vous dire, je connais des présidents de grandes sociétés qui étaient pas capables de parler à leurs voisins il y a 30 ans, puis aujourd'hui, c'est des ambassadeurs de grandes entreprises. Alors, c'est faux de dire, j'ai pas la personnalité pour ça, c'est faux. Ça s'apprend. Il y en a que c'est plus facile, d'autres c'est moins facile, mais ça s'apprend. Puis encore là, quand tu as une entreprise, tu as besoin d'être la star, mais tu dois trouver la star. Mais tu dois aussi travailler avec elle. Alors, malgré tout ça, je voulais démarrer mon entreprise dans le multiservice. Dans le multiservice, puis j'essaie de trouver des sous-traitants pour tenter de dire, bon, ben, on va offrir des services et tout, puis il y en a un qui m'a ramassé, puis il m'a embauché. Le reste, c'est de l'histoire. Bien, ça a été le démarrage dans le domaine de l'entretien d'immeubles. Alors, j'ai commencé par le nettoyage. Moi, c'est GDI. Si ça aurait été CGI, ça aurait été différent, mais bon. Alors, moi, c'est GDI. Alors, ça m'a quand même permis de réaliser quelque chose avec une équipe formidable, puis je suis fier aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu tantôt.
j'ai rencontré un bonhomme qui est instrumentant dans ma vie, il s'appelle Jean Couturier. Lui, Jean Couturier, c'est lui qui a démarré GDI avant que je me joigne à lui. On avait travaillé auparavant ensemble. Et je vous dirais qu'une bonne partie des valeurs que je transporte aujourd'hui dans l'organisation, c'est un peu lui aussi qui me les a transmises. Je vous parlerai tantôt des valeurs. Alors, je voulais juste le mentionner parce qu'on a tous besoin d'un mentor. Alors, si vous avez quelqu'un que vous respectez, quelqu'un que vous respectez, mais qui vous permet d'avancer, quelqu'un que vous devez traîner, puis quelqu'un qui vous amène des places que vous ne voulez pas, là, vous n'avez pas besoin de ça dans la vie. Alors, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous respecter, vous avez besoin de quelqu'un qui va vraiment, par amour pour vous, pour ce que vous êtes, il va vous aider. Ça, là, ça va être un gros, gros plus dans votre vie. Alors, de 87 à 94, j'ai sorti un petit peu du domaine du nettoyage. Je suis allé dans le domaine de la construction et des services techniques. Et ça, bon, je vais vous faire grâce là, de tout le cheminement pour ça. Vous savez, quand on est jeune, on a peur de rien, on n'a pas de notion de risque, on ne comprend pas la notion du risque. Je vous dirais qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me dis « Oh my goodness, comment j'ai pu faire ça? » C'est l'histoire de la chèvre. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la chèvre. Deux monsieur se promènent, puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Tu vois, il y a des chèvres dans les arbres. » L'autre dit, ben voyons donc, c'est impossible, regarde, tu rêves. Il dit, non, je te dis, il y a des chèvres dans les arbres. Il dit, ça n'existe pas, des chèvres dans les arbres. Mais j'ai dit, je ne sais pas si ça existe, mais les autres, ils savent pas que ça n'existe pas parce qu'ils sont dans les arbres. Puis ceux qui viennent de l'Afrique du Nord, vous savez que des chèvres, ça va dans les arbres. Et c'est toujours ça. Alors, c'est des paradigmes. Et effectivement, quand on est jeune, on a un problème, on n'a pas de notion de risque, on n'a pas de notion de tout ça. Ça a un bon côté. Ça vous permet de faire des choses que si vous étiez risk-averse, comme je suis rendu un monsieur là, qui, avec le temps et les années, développe du risque, je veux dire, il n'a pas une aversion au risque, mais une connaissance accrue du risque. Des fois, ça peut nous empêcher d'avancer. Alors moi, je vous dirais, n'ayez pas peur de foncer. Il faut toujours être dans la loi, il faut essayer de s'instruire au maximum pour ne pas faire de folie, mais il faut risquer. Il faut risquer des choses, c'est important, puis c'est là que vous allez chercher. Il y a une notion en gestion financière qu'on appelle le risque à rendement. Bien, c'est ça. Quand on a un petit peu de risque, des fois, en affaires, des fois, vous sautez, faire le petit 1000 supplémentaire, bien, moi, je peux vous garantir que ça va vous rapporter. Alors, en 94, et là, je vais rentrer un peu plus dans la business. Alors, je vais vous parler un petit peu de GDI. Qu'est-ce que c'est, cette bébête-là? GDI, c'est une entreprise qui s'appelait Robertson. Ça a été fondé en 1929. Pas par moi. Alors, ça a été racheté par Jean Couturier, comme je vous disais, en 1987. Et il a bâti la business à peu près à une hauteur de 20 millions de dollars. Il a fait 3 acquisitions à Montréal. Il a regroupé ces acquisitions-là. Et en 1994, on a commencé à se jaser. Moi, j'avais des problèmes dans ma business. Il y avait des problèmes d'anciennes. Je vous dirais, il dit, Claude, moi, je travaille avec 4 présidents, alors j'ai bien de la difficulté à les faire travailler fort. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'est entendu, puis on a recommencé à travailler ensemble. Et qu'est-ce qui aurait été un petit peu la recette à succès chez GDI de 1994 à 2004? Moi, je vous dirais que les connaissances que j'ai acquises dans l'industrie de la construction, je les ai mis en application dans une industrie où la technicité était moins apparente. On parle d'innovation. Alors, j'ai implanté des systèmes de mesure, des systèmes d'analyse technique, des systèmes de mesurage. Et ça, tout ça, combiné avec beaucoup, beaucoup de rigueur puis beaucoup, beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup de temps, on a développé, je vous dirais, une compétence puis une expertise qui devançait de loin le reste de la compétition. Parce qu'on avait une connaissance approfondie de notre métier, on avait développé cette connaissance-là. Alors, on est passé du guesstimate. Alors, guesstimate, c'est d'estimer à peu près comme ça que quelque chose vaut, à des analyses détaillées et des analyses structurées de coûts de revient. Alors ça nous a permis de garder notre profitabilité, de travailler, de développer de la clientèle, puis d'offrir des solutions durables au monde. Alors moi, je vous dirais que c'est un des morceaux importants de la recette. Beaucoup de rigueur, puis des systèmes d'analyse, puis des plans d'affaires. Vous savez, ceux qui me connaissent dans l'entreprise depuis 1994, à tous les 3 ans, c'est toujours un recommencement. Alors, on avait de beginning, de new beginning, beginning again. Puis là, maintenant, le plan, c'est beginning all over again. Alors, on est un start-up d'1 milliard, mais on est un start-up pareil. Alors, Alors ça a été, là, je vous dirais, une des clés importantes de 1994 à 2004. Alors, en 2004, on fait 50 millions de chiffres d'affaires environ, puis
encore là, je trouvais qu'à Montréal, on avait quand même atteint un niveau de notoriété, un niveau de pénétration de marché important. Puis j'avais le goût d'aller plus loin. Et Jean, qui avait un petit peu pris sa retraite peut-être vers la fin des années 90, il était un petit peu moins, encore une fois, de notion de risque, gestion du risque. Il dit, écoute, Claude, moi, j'ai X années, il m'en voudrait que je vous dise son âge. Alors, il dit, moi, j'ai tel âge et ça me tente moins de faire ça. Ça me tente moins, je suis bien, la business va bien. Alors, on s'est entendu. Alors, j'ai racheté le business. J'ai racheté le business en 2004. Maintenant, un petit fait que je voulais vous conter en parlant d'innovation ou parlant de stratégie, parce qu'on va parler de stratégie aussi. Est-ce que je suis correct dans le temps? Oui, ça va? Parfait. Parce que je suis rendu à la page 2 de 10, c'est pour ça. Non. Non. Alors, petit fait cocasse. Alors, en 2004, lorsque j'ai parlé avec mon partenaire, dans le temps, parce que je suis rendu un actionnaire de la compagnie, j'ai dit, écoute, on peut faire telle transaction. Je me suis entendu avec lui et on a fait toute la démarche légale et tout. Et on a signé chez l'avocat un après-midi. Et moi, je me promenais un petit peu. Il se demandait aussi pourquoi je me promenais tant que ça. Et lorsque j'ai terminé de signer avec lui, j'ai dit, Jean, je voudrais te présenter quelqu'un. Alors, on a ouvert la porte et notre compétiteur numéro 2 à Montréal, le numéro 3, je m'excuse, numéro 3 à Montréal, un monsieur qui s'appelle Réal Paris, est entré dans la pièce. Puis là, mon gars, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, je t'annonce que j'ai aussi acheté cette compagnie-là. Alors, simultanément, j'ai acheté mon partenaire, puis j'ai acheté une autre entreprise, puis on a créé Groupe Distinction. Encore une fois, stratégie. Alors, tant qu'à faire, on a bâti un plan d'affaires avec les lignes d'affaires que, pour ceux qui connaissent la compagnie moderne, pas moderne, Montcalm, excusez. Et alors, ça a été ça qui a été vraiment le début de ce que j'appelle Groupe Distinction. 3 bonhommes, Jean Couturier, Claude Bigras et Réal Paris. On a pris la business ensemble, puis là, ça faisait un bloc de 80 millions. Et là, on a pu commencer à travailler au niveau de ce que j'appelle des acquisitions. Je vais vous parler un petit peu d'acquisition parce que c'est important. Aujourd'hui, le monde roule très vite. Aujourd'hui, la croissance organique, c'est important qu'on ait de la croissance organique. Ça nous permet de vérifier la santé de l'organisation au niveau de son service, au niveau de sa capacité de générer des revenus. Maintenant, aujourd'hui, la croissance dans les marchés, ça va tellement rapidement. Ça prend des stratégies aussi ciblées de croissance via des acquisitions. Des fois, les acquisitions, ça nous permet d'aller chercher des talents. Hein? Ce n'est pas juste des clients, là, des talents. Vous savez, trouver des talents en business, là. Moi, je vais vous le dire, là, pour ceux là, qui vont travailler puis qui vont avoir leur entreprise, qui vont devenir avec un certain format, vous allez voir que de trouver des talents, là, ça va être le gros de la job. C'est le gros du travail, je m'excuse. Alors, c'est une grosse responsabilité de trouver des talents parce que c'est eux qui vont amener l'entreprise ailleurs. Alors, quand tu fais de l'acquisition, acquérir des talents, c'est important. Oui, tu acquiers de l'expertise aussi. Hein, on n'est pas toujours le plus fin dans la salle. Hein, c'est ça. Alors, on manque beaucoup d'opportunités des fois lorsqu'on pense qu'on est le plus fin dans ça. Alors, c'est important d'aller chercher aussi de l'expertise, de la profondeur, du management, comme diraient les gens dans le domaine des finances. Et après ça, oui, vous allez chercher de la clientèle, vous allez chercher du chiffre d'affaires, du volume. Mais la croissance se fait au niveau de ces trois éléments-là. Il ne faut pas voir la croissance par acquisition comme juste un moyen d'absorber de la clientèle. À moins que vous soyez dans une ligne bien nichée, spécifique de produits à distribution ciblée. Là. Mais la réalité de la business, là, moi, je peux à peu près vous garantir que n'importe quel business, si les talents ne sont pas là, la business is going nowhere. Elle peut durer un bout, elle ne peut pas durer trop longtemps. C'est des talents. En 2007, on a fait le bond de devenir une entreprise publique. Je vais vous épargner toute la nomenclature de tout ça, mais on est devenu une entreprise publique. Ça nous a permis d'avoir un rayonnement un petit peu plus, je vous dirais, plus grand au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur financier, au niveau du fameux Québec Inc., si vous voulez. Et ça nous a permis de se faire connaître un petit peu. Et un des moments importants, c'est qu'en même temps, je vous l'ai dit, hein, tout est en double chez nous. Alors, mais j'essaie de faire des acquisitions en double aussi. En même temps qu'on est devenu public, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Omni à Toronto. Alors, Omni, c'est une entreprise qui évoluait dans le même service que nous, mais qui avait une plateforme canadienne. Alors, en 2007, en faisant ça, bien, on a été capable de bâtir une plateforme pan-canadienne, instantanée, qui nous a permis d'asseoir maintenant le GDI de demain. Et c'est là qu'on est devenu GDI, alors en assoyant cette plateforme canadienne-là.
je pense qu'il serait important de vous parler. C'est quoi faire de la stratégie d'acquisition? Encore une fois, la stratégie d'acquisition, c'est un travail comme développer un client, comme développer un produit. Beaucoup, moi je vous dirais, ça a été bon pour moi, parce que si tout le monde le faisait, bien, je passerais pour un pas intelligent, mais c'est pas grave. Mais c'est du travail, c'est du focus, c'est du travail, c'est de la stratégie, c'est de la démarche. Aller chercher un client, puis aller chercher une business, c'est la même affaire. C'est différent, la relation est différente, ça prend de la relation, ça prend du temps, de l'échange, il faut développer de la confiance. Mais moi, je vous dirais qu'un client, puis une entreprise que vous ciblez pour acheter, c'est la même démarche. La personne doit développer une confiance en vous, elle doit développer une confiance dans votre organisation, elle doit avoir le sentiment qu'elle va avancer avec vous. Parce que, comme je vous dis souvent, quand tu es en mode croissance, bien, tu vas chercher des talents aussi. Alors, la personne doit se retrouver dans une situation où elle a une expectative de développement pour elle ou de son équipe. C'est surprenant comment que les chefs d'entreprise pensent à leur monde, parce qu'à un moment donné, ils vieillissent et ils comprennent que c'est eux autres la vraie patente. C'est pas parce qu'ils sont fins et sont intelligents, c'est parce qu'ils ont une gang qui travaille avec eux autres, qui les a aidés, qui les a amenés où ils sont. Et là, ces gens-là, bien, absolument, sont reconnaissants puis ils veulent qu'il y ait une pérennité dans leur entreprise. Alors moi, si vous voulez grandir par acquisition, oui. Il faut avoir une connaissance financière importante parce que le financier, c'est une équation importante dans une structure d'acquisition. Il faut savoir combien tu as de flexibilité pour acheter. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu saches aussi quelle est ta capacité d'endettement. Il faut que tu sois capable de déterminer c'est quoi le modèle d'affaires ou la stratégie d'affaires post-acquisition, si vous me permettez. Alors oui, ça prend des connaissances financières. Ça prend encore beaucoup d'empathie. Moi, je vous dis, là, si vous misez sur le monde, là, vous ne vous tromperez pas. Vous misez sur moi, puis oui, vous allez faire des erreurs, puis oui, vous allez vous tromper, puis oui, vous allez avoir congédier, puis vous allez devoir engager, mais à la fin de la journée, si vous êtes concentré à développer des talents. Moi, vous savez, j'ai une petite anecdote dans la business que je dis. Je dis, écoutez, quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, attendez-vous pas qu'il va faire aussi bien que vous. Souvent, il va faire mieux. Puis c'est ça la vérité. Ils vont peut-être le faire différemment, mais ils vont le faire mieux. Puis ça, on apprend qu'à un moment donné, si tu veux grandir, si tu veux tout faire tout le temps, bien, tu vas être seul dans la cuisine, tu peux faire juste 150 repas par jour. Si tu veux en faire 5 000 ou 50 000 repas, bien, arrange-toi donc pour qu'il y ait des cuisiniers compétents qui fassent le job. Alors moi, je vous dirais que la recherche du talent, puis aider les talents, puis développer les talents, c'est un gros, gros plus. Puis votre ego ne souffrira pas, vous allez être plus riche, puis vous allez avoir plus de temps pour continuer à développer. Alors, un des obstacles à la croissance d'entreprise, moi, je vais vous le dire, c'est l'ego et l'incapacité de permettre aux autres de croître, de permettre aux autres de se développer. Puis, votre entreprise, vous devez créer ce climat-là. Vous devez créer ce climat-là de réalisation. C'est bien important parce que sans ça, vous allez avancer. Oui, vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir la recette à gâteau, vous pouvez avoir le produit innovant, mais à un moment donné, ça vient vous chercher. Vous savez, là, je vous conterai l'histoire de quelqu'un qui a fait un logiciel informatique extraordinaire, une plateforme de paiement extraordinaire, puis il a fait beaucoup, beaucoup de sous, puis il s'est lancé dans du manufacturier. Bien, aujourd'hui, il ne dort pas à nuit parce qu'il n'a peut-être pas pensé que c'était le monde qui était encore derrière tout ça. Ce n'est pas nécessaire, c'est le monde qui font que la business roule, puis que la business va évoluer. Alors, je vous ai parlé d'analyse, d'analyse. Chaque transaction que vous faites doit être analysée au mérite. Il n'y a pas de recette à gâteau spécifique, il n'y a pas de multiple. Ça, c'est des mesures financières que les gens servent pour analyser. Mais encore une fois, vous devez analyser chaque transaction ou chaque business. Vous allez regarder, même si vous analysez votre première business, vous devez l'analyser d'une façon rigoureuse, vraiment bien comprendre, prendre le temps d'approfondir, de bien comprendre, puis de bien comprendre la vision de la personne avec qui vous allez travailler ou vous avez acheté. C'est important que vous allez le chercher. Ce n'est pas un travail à la sauvette. Ce n'est pas je veux une business, je m'en prends une, puis tu achètes n'importe quoi. Il faut vraiment, si vous ne démarrez pas votre propre entreprise, vous devez prendre le temps de faire vos devoirs, la rigueur. Moi, je vous dirais que dernièrement, il y a quelques années, puis il y a des gens ici, je pense, qui sont au courant, c'est que GDI, on avait une petite plateforme de services techniques. Les services techniques, c'est des gens qui s'occupent de vous fournir des services
d'électricité, de ventilation, climatisation. Je vous annonce, ce n'est pas un client aujourd'hui ici. J'espère que ça va le devenir. Et des services de plomberie, des services d'entretien, mais autres que l'entretien ménager conventionnel ou le nettoyage. Je vous parlais tantôt de GD, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quelques années, on a eu la chance de... Puis, je vous en parle, pas pour dire, avec toi, on est intelligent, on est fin, puis on a vu plus loin que les autres. Mais je vous en parle pour vous donner je vous dirais, le sens que il faut continuer. Moi, j'ai commencé à travailler avec une business qui s'appelait Ainsworth en début 2009-2010. J'ai commencé à leur jaser, j'ai commencé à leur parler, j'ai rencontré l'exécutif. Bien, finalement, 5-6 ans plus tard, on les a achetés. On a acheté notre première plateforme en mécanique qui était partout au Canada, sauf au Québec, malheureusement. Et c'était une division d'un grand conglomérat. Alors, il y a des opportunités des fois. Vous savez, il y a des business qui développent des grandes structures, puis à un moment donné, ils ont ce business-là qui... Ils n'ont pas le temps de s'en occuper, puis c'est un petit diamant, là, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec. Bien, nous, on a ramassé ça d'un autre business. Puis, à peu près moins d'un an après, on a réalisé une deuxième fois, encore en double, je vous le dis, c'est l'apanage de mon affaire, alors c'est toujours en double. Alors, un an après, on a acheté une autre entreprise qui s'appelait Airtron, qui était un compétiteur et et en même temps, elle aussi, elle avait un problème. C'était une division d'une grande société européenne et qui, justement, là, c'était juste le terme anglais, maroon, hein, ça veut dire qu'elle était perdue dans cette sphère d'entreprise-là. Puis on a réussi à l'acquérir et en mettant les deux ensemble, ça a fait une bombe. Ça a fait une super bombe parce que là, on a été capable d'avoir l'infrastructure, le management, le talent, la profondeur. On a été capable de rationaliser l'exploitation de ce business-là et ça a fait le Ainsworth qu'on a d'aujourd'hui, qui est un des joueurs, un acteur majeur dans le domaine de la mécanique de bâtiment. Encore une fois, il faut être capable d'identifier les opportunités. Vous savez, je vais vous parler de valeurs pendant 4-5 minutes, juste parce que je pense que c'est important. C'est quoi des valeurs dans une entreprise? Les valeurs, c'est ça va être votre job, ça. Ça va être votre job que votre DNA se transporte dans la business puis qu'il continue. Bien, les valeurs, là, c'est ce que vous allez faire. Excusez-moi le terme, là, si vous êtes un tout croche, bien, attendez-vous que votre business va être tout croche. Vous êtes un petit peu à côté de la traque, c'est pas toujours blanc, bien, votre business, attendez-vous, vous allez vous faire voler. Vous savez, c'est ça. Les gens reproduisent ce que vous êtes. Une business, c'est votre DNA. Alors, autrement dit, ce que vous faites comme valeur aujourd'hui, que vous implantez dans le business aujourd'hui, vous allez voir, c'est ça qui va développer la culture de votre entreprise. Excusez-moi. Excusez-moi. Plomberie. Alors, c'est ça. Alors, moi, je vous dirais dans les valeurs, la curiosité. Hein, la curiosité, ça amène la découverte, ça amène l'innovation. Alors, mon épouse, le soir, elle me trouve bien fatigant d'être sur le web en train de regarder des grosses cochonneries comme des nouvelles machines à pression, puis les nouvelles énergies, puis tout ça. Puis, bien, c'est ça. Il faut être curieux, puis je pense que c'est bien important de travailler. Alors ça, la curiosité, là, développez-la. C'est être à l'affût c'est ça qui va vous permettre d'avoir des idées. La rigueur, je vous en ai parlé, l'extra mile, comme je dirais, comme chez nous, je pense qu'ils connaissent la notion de l'extra mile. Mais vous comprenez que je le refais faire, je ne le fais pas, mais c'est pas grave. Alors, la rigueur dans l'exécution. Que vous ayez une entreprise manufacturière, puis que vous développiez un produit, vous savez, il y a une norme qu'on appelle la norme ISO, c'est une norme de qualité internationale, qui ne définit pas que votre produit est extraordinaire, mais qui définit que votre produit a été fabriqué selon certaines façons, puis qui est reproductible tout le temps. Alors, il y a un principe, vous pouvez faire un parachute en ciment. Vous pouvez être certifié ISO, en autant que ce soit clair que c'est un parachute en ciment, puis vous allez en acheter un qu'une fois. Vous savez, alors, mais le principe, c'est que ça prend de la rigueur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous manufacturez un produit, vous définissez son niveau de qualité, vous définissez sa durée, puis vous définissez son usage. Mais malgré tout ça, vous devez être extrêmement, même si votre produit, comme je vous dis, là, c'est un parachute en ciment, bien, le service après la vente, la clientèle, le back-office, ça ne paraît pas, mais ça tue beaucoup de business quand vous ne travaillez pas sur ces aspects-là. Même si vous avez un bon produit. Pas de service, là, regardez, je vous dis, vous en allez nowhere. Puis, je ne veux pas faire de publicité, mais je regarde une business, pas en nommer, Vidéotron, puis regardez, je ne suis pas un fan de toutes les entreprises, mais Vidéotron, moi, je me rappelle, là, 1 milliard d'années, t'appelais là, c'était comme aller chez le dentiste puis pas te faire geler la dent. Aujourd'hui, alors, ils ont réussi à développer cette culture-là. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'avais un petit peu le même problème quand j'étais plus jeune. Je réfléchissais d'une façon mathématique, puis je n'avais pas toujours devant moi du monde qui avait
Puis là, ça m'impatientait, puis c'est moi qui les brusquais. Puis jusqu'à temps que quelqu'un me dit, hey, Claude, te vois-tu faire? Regarde, là, tu t'arranges pas. Regarde, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas où tu t'en vas. Ça m'a fait mal sur le coup, mais j'ai compris par la suite. J'ai dit, ben écoute, Claude, là, ta job, c'est de travailler avec les autres pour que les autres comprennent puis qu'ils puissent le travailler. Alors moi, je vous dis ça parce que tu peux changer. On dit, no matter what you do, on ne peut pas changer son mari plus que 5 peut-être pas faux, là, mais on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, on peut être capable, mais il faut avoir la volonté de s'améliorer, puis il faut être à l'écoute d'eux, puis il faut travailler sur nos affaires. Même si on est, les gens vont accepter, c'était une sommité dans un secteur précis, puis tu n'es pas du monde, un genre Steve Jobs, là. Ils vont peut-être accepter là, de vivre avec un peu de tempérament, mais habituellement, là, vu qu'il n'y a pas bien des Steve Jobs, là, je vous suggère de travailler avec le monde, puis arrangez-vous donc pour que le monde ait le goût de travailler avec vous autres, puis qu'il ait le goût de travailler chez vous. Parce que vous allez voir que le turnover, qu'on appelle, ça coûte cher dans le business. Alors, essayez donc de travailler pour que le monde ait du fun. Alors, je pense que c'est important, c'est ça que je vais vous passer comme... je vous ai parlé de Know Your Customer. Aujourd'hui, vous avez du big data qu'on appelle, vous avez des technologies de l'information, vous avez des bases de données, vous avez tout. Et ça, là, c'est des outils que moi, je n'avais pas, il y a 30 ans, on y allait au feeling, mais là, vous l'avez. Vous avez les outils informatiques, vous avez la technologie. Prenez le temps d'étudier, prenez le temps d'évaluer vos affaires. Vous savez, plus ton niveau d'information est important, plus ta décision va être valable. Alors, ça, c'est important. Alors, utilisez la technologie, utilisez les outils informatiques. Bâtissez votre business en mettant en place ces systèmes-là. Ça coûte un petit peu plus cher. Ben oui, mais regardez, là, ce que vous investissez aujourd'hui, vous allez le sauver plus tard. Alors, on part des business, on est tous sur le produit, on est tous sur le client, sur le logo, sur le truck, puis Alouette, mais le comptable, on n'a pas besoin de ça, puis c'est des trucs, puis c'est de l'argent, puis des pourquoi ci, puis pourquoi de l'informatique. Moi, je vais vous le dire, c'est le backbone de l'entreprise. L'information financière, là, ça, c'est comme le sang dans un corps. Alors, moi, là, je vais vous conter une petite anecdote vite. Après ça, dans 3 minutes, je vous laisse. Premier cours au HEC. Moi, je suis sur le tard, il ne faut pas, à 26, 27 ans, je retourne à l'école. Là, je m'assois, puis le professeur, il dit, qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une adéquation de ressources matérielles, humaines et financières dans le but de fabriquer ou de fournir un service socialement acceptable et valable et, si possible, faire des profits. Là, j'ai comme choqué. J'ai fermé mon livre assez fort qui m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Rien, c'est votre dernière phrase. » J'ai dit « Ben, dites-le. » J'ai dit « Moi, j'ai toujours pensé qu'être en affaires, faire des profits, c'était pas discutable. » Puis là, on a eu une petite discussion là-dessus, mais j'ai compris rapidement que j'étais l'élève, puis que c'est ça. On ne veut pas sortir trop du groupe, alors je me suis fermé. Mais tout ça pour vous dire que, malheureusement, oui, c'est tout vrai ce qu'ils se disent dans ce grand livre-là. C'est Omar Atkouf, en passant, qui a dit ça. Mais dites-vous une chose, la profitabilité de l'entreprise, c'est important, pas pour vous, pour votre famille, pour les gens qui travaillent dans votre business. Le sentiment de sécurité, là, que ceux qui connaissent les besoins de Maslow, là, sentiment de sécurité et de reconnaissance, bien, c'est votre job. Alors, vous faites une business, pour commencer, ce n'est pas votre livre de chèque personnel, c'est une business. C'est une entité à part entière. Alors, vous partez d'une business, vous vous consacrez à la business, vous êtes un élément de la business, mais votre job, c'est de vous assurer que cette business-là va aller dans le temps, qu'elle va avoir une pérennité, puis que les gens qui y travaillent ils vont être contents, ils vont être heureux de travailler dedans, puis ils vont être payés. Alors, des business bâtis à la tout croche, là, regardez, vous pouvez en faire une, ils vont vous pardonner, mais à la deuxième, là, vous avez bien de la misère à vous repartir. Je pense que c'est important que ça, c'était... Alors, excusez-moi, je suis revenu à page 1. Voulez-vous que je recommence? Non? OK. Alors, je vous ai parlé de la capacité de changer. Moi, je vous dirais que dans les... je vous ai parlé de s'entourer de talents, de compétences. Je vous en ai parlé. L'empathie. L'empathie, là, la dernière affaire en business, là, look at me, j'ai réussi, là, puis look at me, I'm smart. Là. Je vous le dis, ça, c'est votre principal ennemi. Je partage ça avec quelqu'un. Souvent, notre compétiteur, c'est nous autres mêmes. C'est notre business. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Alors, dans les valeurs, là, apprenez à reconnaître ce que les autres font. Apprenez à reconnaître. Apprenez à pousser les talents. Apprenez à pousser les autres. Regardez, une business, ça grossit quand tu es capable de multiplier. C'est toujours toi qui fais tout, puis c'est toujours toi le smart, puis toujours toi l'intelligent, puis ils vont te dire, vas-y, boss. Vas-y, amuse-toi. Mais vous n'aurez pas votre business, vous allez voir qu'elle va pogner ce qu'on appelle son principe de Peter. Alors, je vais juste terminer en vous disant, nous autres, notre grand défi aujourd'hui, c'est l'innovation technologique des 10 dernières années. Là, ça nous force à repenser nos modèles d'affaires.
Il faut retravailler nos modèles de gestion. Il faut se servir des outils qu'on a. Exemple, moi, j'ai maintenant un discours dans l'entreprise. Écoutez, si ça ne rentre pas sur votre téléphone, parlez-moi-en même pas. Moi, aujourd'hui, la formation, les formulaires, le back-office, tout maintenant s'en va sur les technologies mobiles. Parce que la connaissance, c'est la personne sur le terrain qui en a besoin. Ce n'est pas le superviseur dans le bureau, c'est le gars en ligne qui fait le job. C'est lui qui en a besoin. Il a besoin des connaissances techniques et tout. Alors, vous avez des outils formidables. Puis moi, je vous dirais qu'une business comme chez nous, le désavantage que j'ai sur vous autres, c'est que, nous autres, je donne un coup de roue, mais il faut faire à peu près 52 appels au micro puis que le bateau se mette à tourner. Vous autres, c'est instantané. Profitez de ça. Profitez. La technologie est tellement là. Hein? Et aujourd'hui, là, si vous pensez partir en entreprise, essayez de partir en disant c'est quoi ma façon la plus technologiquement innovante de le faire. Puis vous allez être surpris que même faire des petits gâteaux vachons, tu peux avoir de la technologie qui peut te permettre de différencier. Alors moi, je vous dirais, profitez de ça. C'est une richesse que vous avez au bout des doigts maintenant. Alors moi, écoutez, ça conclut ma petite histoire des pays d'en haut. J'espère que j'ai pu vous donner quelques petites idées. Puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté patiemment. Merci. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Non, oui. On va répéter la question pour qu'on puisse, au niveau de l'enregistrement, là, l'entendre. Donc, monsieur à l'arrière. Écoutez, moi, je vous dirais... On va juste répéter la question, sinon on ne l'entendra pas à la... Ah, d'accord. Donc, c'est lors d'une acquisition, le feeling représente combien de pourcentage là, versus la finance puis les données? Ça ne m'arrive pas souvent, je vais vous avouer, ça ne m'arrive pas souvent de prendre une décision à contrario de l'ensemble des paramètres. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé. À un moment donné, effectivement, comme étant le leader de l'entreprise, tu as une vision. Et des fois, tu dois faire ces calls-là. Quand je vous parle un petit peu de prendre des risques, ça va se situer dans cette zone-là. Il faut t'apprendre à gérer le risque aussi. Alors, tu prends un risque, il faut que tu sois conscient des conséquences, et il ne faut pas que tu prennes un risque démesuré au point où ce que tu vas mettre en danger l'entreprise. Surtout quand vous êtes plus petit, c'est plus fragile. La seule différence entre vous et moi, je peux faire des erreurs plus grosses. Vous savez, mais alors, moi, je vous dirais, c'est important d'avoir la rigueur, d'analyser en profondeur, de bien connaître ce que tu fais comme acquisition, de connaître le monde à l'intérieur, connaître vraiment la culture de l'entreprise. Et oui, si tu es capable de concevoir un modèle d'affaires, parce que souvent, l'entreprise que tu vas acheter, elle n'a pas ton infrastructure, elle n'a pas aussi ta vision, puis elle n'a pas aussi tous tes outils. Alors souvent, il faut que tu regardes l'entreprise à la lueur aussi de ce que toi, tu vas y apporter. Et là, ça, c'est important, puis ça, des fois, ça revient de la vision. Alors, moi, je vous dirais, oui, le financier vous dit une partie de la réponse. Ils ont souvent raison, ils n'ont pas tout le temps raison, mais vous devez aussi, en tant que chef d'entreprise, de déterminer c'est quoi que vous allez faire avec cette entreprise-là, puis ça va aussi moduler votre décision. J'espère que j'ai pu répondre comme il faut. On a le temps, une ou deux questions. Monsieur à l'arrière? Merci de votre intervention. Ça m'a vraiment plu. J'ai pris beaucoup de notes, je vous assure. D'une pierre deux coups m'avait permis de régler un problème. Ma question, elle est vraiment simple. Quand on démarre souvent une entreprise, on a souvent deux idées qui sont deux idées magnifiques. Et souvent, quand on parle avec un conseiller en entrepreneuriat, il va vous dire, commencez par la première qui va vous permettre de lancer l'entreprise la plus simple et puis ainsi de suite. Et il arrive maintenant que la deuxième idée vous trottine beaucoup plus dans la tête. La question, c'est est-ce qu'on l'intègre dans la première entreprise qu'on a déjà, ou on crée une deuxième entreprise, histoire d'avoir deux visions assez différentes qui vous permettent de vous développer mieux. Bon. OK, donc si on a bien compris, au démarrage, si on a deux idées, est-ce qu'on fait les deux idées dans la même entreprise ou on crée deux entreprises en parallèle? Écoutez, je me rappelle à mon jeune temps, lorsque j'ai couru après deux gentilles demoiselles en même temps, je les ai perdues les deux. Bon. Ça, c'est... Bon, bref.
Écoutez, c'est une question on pourrait en parler longtemps. Je suis le dernier bonhomme qui veut tuer des idées. Là. Tu sais, là, des ideas, bring the world somewhere else, pour parler en anglais. Moi, je vous dirais qu'en démarrage, c'est important d'être focusé. C'est important de développer une base, de développer une solidité, de bâtir une infrastructure. Encore une fois, là, vous savez, encore là, si tu as un modèle d'innovation ou tu as une idée absolument extraordinaire, bien, va chercher des partenaires, faites quelque chose pour essayer de partir. Mais moi, je vous dirais que c'est pas habituellement le plus prometteur de s'éparpiller dans 3-4 terrains d'activité en commençant. L'entreprise grossit, elle a une certaine stabilité, tu vas chercher quelque chose de connexe, mais moi, j'ai rarement vu un spécialiste de la pizza et des camions réussir et dans la pizza et dans le camion. La pizza goûte le gaz, c'est pas le fun. Vous savez? Alors, c'est pour ça que je vous dirais d'y aller avec précaution en tous les cas. Merci. Il y avait une question ici. Bonjour, madame. Donc, est-ce que vous avez appris le leadership ou c'était inné en vous? Ça, c'est un compliment en même temps. Là. Vous êtes bien fine, vous êtes bien fine. Écoutez, non, au cégep, j'ai pris le cours gérer une entreprise d'1,1 milliard, je vous le suggère d'ailleurs. Non, sérieusement, écoutez, je vous dirais, là, c'est encore une fois l'écoute, travailler avec les autres, essayer d'apprendre, la curiosité, c'est ça qui bâtit le fond. Encore une fois, ça vous amène à un certain niveau. Ne sous-estimez pas les connaissances formelles que vous allez chercher. Investissez là-dedans. Parce qu'à un moment donné, ça vous prend des outils. Vous savez, on peut bâtir bien des choses avec un couteau et un petit marteau, mais quand tu as un bon coffre d'outils, tu peux faire des choses intéressantes. Je dis toujours, Michelangelo, tu as un marteau, puis il va faire quelque chose de bien, mais avec un coffre d'outils, il a fait des Michel-Ange, etc. Même principe. Le même principe, ce que moi je vous dis, c'est que non, il n'y a personne qui vient au monde avec tout ça, ça se façonne dans le temps. Est-ce que, comme je disais quand j'étais petit, déjà très rapidement quand j'étais petit, j'avais ce goût-là de faire des choses de mon propre chef, aller ma petite affaire. Peut-être qu'il y a un petit peu d'inné, là, mais tout s'apprend aujourd'hui. Là. C'est d'avoir la volonté de le faire. Excellent, merci. Dernière question? Écoutez, donc, au niveau des acquisitions, est-ce qu'il y a des créations d'opportunités dans les acquisitions? Je vais vous répondre en 2 volets. Le premier volet, vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'expression « on va le lancer dans le ciel, ça va arriver hein? » Je pense que vous avez tous connu ça. Bien, je vais essayer de la définir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire de s'exposer. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est de s'exposer, de créer un climat ou créer un environnement dans lequel les opportunités vont se pointer plus. Il faut s'exposer dans le marché, il faut s'exposer auprès des autres. Il faut bâtir une infrastructure qui va permettre d'aller chercher des acquisitions. Moi, c'est ça que j'appelle le lancer dans le ciel. Puis à un moment donné, quand tu fais ça, bien, tout d'un coup, bien, des opportunités arrivent. Là, tu es saisi, tu essaies de saisir, il faut être à l'écoute d'eux. Moi, je vais vous conter l'histoire rapidement d'un grand détaillant qui s'est pointé chez nous avec 3-4 questions. What if, si on faisait telle chose. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour mon équipe. Les gens qui étaient dans les tranchées, ben ils n'ont pas vu l'opportunité. Puis heureusement pour moi, vu que je suis beaucoup sur le terrain, c'est un corridor, c'est là que ça se passe. J'ai jamais barré ma porte de bureau en passant, j'ai jamais barré un tiroir. Les diamants, c'est le 2e tiroir en bas. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est ça, mais tout ça pour vous dire que le fait de me promener dans un corridor, j'ai entendu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, c'est un des plus grands clients de la société. Parce qu'on a su créer l'opportunité, mais on l'a saisi. Alors oui, il faut s'exposer aux nouvelles opportunités. En étant exposé, bien, c'est drôle, ça arrive plus. Puis après ça, bien, il faut que tu sois capable de les voir, il faut que tu sois aux aguets. Puis c'est comme ça qu'on crée des opportunités. Puis en 2e volet, je vous dirais que la grande opportunité en faisant l'acquisition, encore une fois, c'est d'aller chercher des talents. Il y a des gens qui connaissent l'entreprise assez bien dans la salle. 80% de la direction de l'entreprise chez nous, c'est des gens qui sont venus par mode d'acquisition puis qui ont décidé de continuer à faire grandir l'entreprise. Tu es d'accord? Good. Merci beaucoup. C'est déjà la fin.
Ceux qui veulent continuer à poser des questions, on va le faire plus en mode privé. Merci beaucoup.